Aujourd'hui, on parle de hard fork, de lutte de pouvoir, de réunions secrètes. On parle de Segwit 2x. Quelles sont ses conséquences? Quelles sont ses origines? C'est ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Bienvenue sur Cryptonation, c'est Louis, j'espère que tu vas bien. Segwit 2x n'est pas un hard fork comme les autres. Ce n'est pas comme Bitcoin Cash, ce n'est pas comme Bitcoin Gold. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, ce sont des hard forks qui faisaient une séparation claire vis-à-vis de la chaîne principale. Quand Bitcoin Cash a fait son hard fork, c'était clair que l'on avait une chaîne Bitcoin Cash et on avait une chaîne Bitcoin. Quand Bitcoin Gold va faire son hard fork, de la même façon, on lance un nouvel altcoin, c'est clair et précis, et donc on aura une séparation des chaînes qui sera elle aussi claire et précise. Avec Segwit 2x, c'est quelque chose de très différent. Pourquoi? Parce que Segwit 2x, pour les supporters de Segwit 2x, Segwit 2x n'est pas la création d'un nouvel altcoin, mais une mise à jour du réseau Bitcoin, et le hard fork n'est qu'un simple moyen d'implémenter cette mise à jour. Et cette différence qui peut sembler anecdotique pour nous utilisateurs est en fait extrêmement importante, parce que cette différence est ce qui a amené les développeurs de Segwit 2x à faire certains choix techniques qui aujourd'hui vont poser des problèmes vis-à-vis de la séparation des chaînes. Le choix qui a été fait par les développeurs de Segwit 2x a pour conséquence que la séparation des chaînes risque de bien moins se passer que lors de Bitcoin Cash et de Bitcoin Gold. En un mot, il y a des risques de perte de fonds qui sont beaucoup plus importants. Segwit 2x prend sa source dans l'agrément de New York. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais l'agrément de New York, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un accord qui a été fait entre parmi un certain nombre d'entreprises autour de l'écosystème Bitcoin, ou dans l'écosystème Bitcoin. Et notamment qui a été porté par le Digital Currency Group. Digital Currency Group, c'est un portefeuille d'entreprises assez importante. Vous voyez par exemple que parmi les entreprises qui font partie de Digital Currency Group, il y a CoinDesk, qui est un site d'information assez connu. Et il y a un certain nombre également d'autres entreprises qui font partie de Digital Currency Group. Donc ça peut être des échanges, ça peut être des services divers et variés autour de Bitcoin et autour des crypto-monnaies de manière plus générale. C'est un portefeuille vraiment important d'entreprises, vraiment très développé. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et ce groupe-là, il est dirigé par, le dirigeant, oui on peut dire, le fondateur de Digital Currency Group, c'est Barry Silbert. Et Barry Silbert a été une personnalité importante pour nouer justement cet accord de New York. Ça c'est pour commencer un petit peu à voir le paysage, je dirais, le contexte. Et c'est pour ça que parfois on parle de l'agrément, de l'accord de Silbert pour parler de l'accord de New York. Qu'est-ce que c'est Segwit 2x? Donc il prend sa source dans l'accord de New York. C'est l'activation de Segwit, donc ça c'est bien, on l'a eu, ça y est, déjà on l'a. Et c'est également, et c'est la partie qui pose un peu plus de problèmes, un doublement de la taille des blocs. Et c'est cette partie-là qui nécessite d'être implémentée par un hard fork, et c'est cette partie-là qui pose problème aujourd'hui. Et qui doit avoir lieu aux alentours du 18 novembre. Quand on considère Bitcoin, les différentes parties prenantes de Bitcoin, la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a 3 grands groupes qui participent et qui font fonctionner Bitcoin. Le premier groupe, c'est les utilisateurs, évidemment. C'est nous, c'est moi, c'est vous. Et nous utilisons Bitcoin, nous achetons des Bitcoins, nous en dépensons éventuellement, et nous donnons une valeur à Bitcoin. À travers notre usage, parce que nous utilisons Bitcoin, ça fait que Bitcoin a un sens, une utilité, et à travers la valeur qu'on lui donne. Ce sont les utilisateurs qui donnent une valeur à Bitcoin, une valeur financière.
Vous avez les développeurs, et les développeurs, ils ont un rôle important, qui est de faire en sorte que Bitcoin ne devienne pas obsolète, et évolue et progresse. Leur rôle est d'apporter des innovations technologiques à Bitcoin. Je parle des développeurs travaillant sur le protocole, et aussi le rôle qui est important, parce que j'en ai pas parlé, c'est de faire en sorte que Bitcoin reste un réseau qui est sécurisé et qui ne comporte pas de failles. C'est encore plus important que le point de vue innovation, c'est le fait que Bitcoin soit sécurisé, soit quelque chose en quoi on peut avoir confiance, et les développeurs jouent un rôle très important là-dedans, en s'assurant au maximum que Bitcoin ne comporte pas de failles de sécurité. Les mineurs, enfin, les mineurs sécurisent le réseau en mettant à profit leur puissance de calcul. Ils mettent à disposition une puissance de calcul qui permet de sécuriser le réseau et donc qui bénéficie aussi à nous en tant qu'utilisateurs, même si, bien sûr, on doit payer pour. Donc finalement, on a trois grands groupes qui sont les utilisateurs, qui sont les développeurs et qui sont les mineurs. Et à ces trois grands groupes, on pourrait rajouter un dernier groupe qui n'est, à mon sens, pas une partie prenante indispensable de Bitcoin du point de vue du protocole. C'est-à-dire que le Bitcoin pourrait difficilement fonctionner sans ses utilisateurs. Il pourrait difficilement fonctionner sans développeurs. Il a bien fallu que quelqu'un écrive le code. Il a bien fallu que Satoshi Nakamoto écrive un code, développe un logiciel qui permette à Bitcoin d'exister. Et enfin, les mineurs existent également depuis le premier jour pour sécuriser le protocole. Mais ensuite, on a des entreprises qui se sont construites autour de Bitcoin. Et aujourd'hui, elles ont bien sûr un rôle à jouer. Elles jouent un rôle important, qui est de fournir des services additionnels aux utilisateurs, qui est de leur permettre d'acheter, de vendre des bitcoins en échange de monnaie fiduciaire, qui est de construire des solutions de deuxième niveau sur Bitcoin, par exemple. Vous avez également donc des entreprises qui vont développer des portefeuilles. Donc, un dernier groupe qui est un petit peu différent selon moi, qui vient se rajouter aux trois autres. Voilà, donc par exemple, vous avez Kraken, vous avez Coinbase, vous avez BitPay, vous avez les cartes de paiement. Voilà, par exemple, typiquement, des entreprises qui sont construites autour de l'écosystème Bitcoin, ça va être les cartes de paiement, ça va être les fournisseurs de plateformes de paiement pour les sites d'e-commerce. Ils vont avoir besoin d'une plateforme de paiement s'ils veulent transformer directement leurs bitcoins en euros ou en dollars. Ils vont faire appel, par exemple, à Coinbase ou d'autres services. Ces services-là, typiquement, sont des services construits autour de Bitcoin. C'est pas Bitcoin, mais c'est construit autour de Bitcoin. Et bien sûr, ces acteurs-là ont leur importance. Ces différents acteurs, ces différentes forces en présence, ont des visions et des intérêts qui sont différents. Parmi tous les groupes, certaines personnes vont voir Bitcoin purement comme un moyen de gagner de l'argent. Donc ça va être soit pour utiliser Bitcoin en tant que véhicule spéculatif. Donc là, c'est la logique trader, même investisseur. Vous avez les gens pour qui c'est l'objet de leur entreprise et de travailler sur Bitcoin. Donc là également, il va falloir gagner de l'argent. C'est une approche différente, mais là encore, vous avez des entreprises, leur seul but est de profiter de la montée de Bitcoin en fournissant des services autour de Bitcoin et ainsi en tirer des profits. Vous avez des gens qui voient Bitcoin comme un système de paiement traditionnel. Donc il y a des gens qui vont voir Bitcoin comme un nouveau PayPal, qui vont voir ça comme PayPal, et donc ils veulent que Bitcoin ait les mêmes caractéristiques que PayPal, que ce soit aussi rapide que PayPal, que ce soit aussi simple d'utilisation que PayPal. Et bien sûr, tout ça est lié au développement aussi de l'écosystème Bitcoin et lié au fait que des gens d'horizons divers sont arrivés à s'intéresser à Bitcoin. Mais vous avez d'autres qui défendent l'idée, qui est l'idée initiale, de changer la manière dont le système fonctionne, qui est de redonner du pouvoir aux gens, qui est de créer une technologie qui va changer les choses. Et ça, c'est
souvent du côté duquel beaucoup de développeurs se situent. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas faire un nouveau PayPal. Ils souhaitent faire une technologie qui repose sur des principes différents et qui change les règles du jeu. Et c'est seulement, je dirais, si cette vision est réalisée, que Bitcoin est une révolution. Sinon, c'est uniquement une amélioration, si l'on veut, de l'existant, une innovation incrémentale. Mais si Bitcoin doit changer les choses, alors Bitcoin ne peut pas être PayPal, Bitcoin doit être décentralisé, Bitcoin doit être sécurisé, doit résister à la censure et ne doit pas nécessiter de permission. Parmi les différentes caractéristiques que l'on souhaite lui donner pour ceux qui défendent une certaine vision de Bitcoin. Et donc à partir de là, on a des visions différentes. Et ces visions différentes, elles vont amener à considérer de manière différente l'avenir de Bitcoin et quelles solutions il faut mettre en place. Ça pose aussi des questions au niveau du consensus. Pour certains, le consensus, c'est la majorité de la puissance de calcul. Donc pour certains, c'est les mineurs qui décident. Donc vous réunissez la majorité de la puissance de calcul de Bitcoin et vous pouvez décider. Donc vous faites un meeting où vous réunissez tous les mineurs les plus importants et vous pouvez prendre la décision. C'est la puissance de calcul majoritaire qui permet de décider. Donc pour certains, la vision du consensus, c'est ça, c'est la majorité de la puissance de calcul décide. Pour d'autres, la vision du consensus, c'est les entreprises représentent leurs utilisateurs. On ne s'adresse pas aux utilisateurs directement, on s'adresse aux entreprises qui, elles, sont des représentants de leurs utilisateurs. Et donc, il suffit de réunir la majorité des entreprises et ainsi, on a un consensus, on a une majorité et on va pouvoir prendre des décisions pour tout le monde. Donc ça, c'est une deuxième vision. Et enfin, vous avez la troisième vision qui est de dire que le consensus, c'est la majorité des utilisateurs. C'est-à-dire que chaque personne qui utilise Bitcoin devrait pouvoir s'exprimer, devrait pouvoir choisir. Donc je dirais que là, on a trois visions du consensus qui sont différentes. Et dans les derniers mois, on a eu à chaque fois des évolutions où certaines personnes, certaines des parties prenantes de Bitcoin ont utilisé l'une de ces visions du consensus. On a eu des tentatives de hard fork à base de nous représentons la majorité de la puissance de calcul, nous représentons beaucoup de puissance de calcul, donc nous pouvons faire un hard fork. SegWit2x, c'est un accord entre entreprises et mineurs. On associe à la fois les entreprises et mineurs qui sont censés représenter à la fois la majorité de la puissance de calcul et à la fois la majorité, ou en tout cas une grande partie des utilisateurs. Mais les utilisateurs eux-mêmes n'ont pas été impliqués dans SegWit2x. Ce qu'on voit, c'est que bon nombre de mineurs, je vais mettre le lien également en description, mais sur SegWit-Party, vous avez l'état actuel du support du point de vue des mineurs, et vous pouvez voir que un certain nombre de mineurs sont revenus sur leur choix, sont revenus sur leur décision de soutenir le hard fork du SegWit2x et ont abandonné cet accord. Donc ils se sont retirés de cet accord. Néanmoins, on remarque tout de même que la majorité des mineurs soutient encore cet accord. Donc vous pouvez voir la liste des différents accords différents mineurs et entreprises, pardon d'ailleurs, c'est pas que les mineurs, c'est mineurs et entreprises sur ce site qui sont recensés, qui soutiennent ou non le hard fork du SegWit2x. Donc vous avez F2Pool, j'en avais parlé dans un des hebdos, qui s'est retiré en Chine. Bitwala, Voltoro, Crypto Facilities, sur BTC c'est un échange au Chili. Voilà, vous avez un certain nombre d'entreprises qui se sont retirées de l'accord. Mais à côté de ça, vous avez encore de très nombreuses entreprises qui supportent encore le hard fork de New York. Ici, vous voyez des coches pour toutes les entreprises qui font partie du Digital Currency Group. Donc vous voyez que de très nombreuses entreprises qui soutiennent le hard fork font partie du Digital Currency Group. Mais en même temps,
vous avez aussi des entreprises qui font partie du Digital Currency Group qui se sont retirées de l'accord. Donc, ce que dit Barry Silbert, c'est que les entreprises qui font partie du DGC ont le choix. Et si on regarde ce tableau, il semblerait que ce soit le cas. Néanmoins, bien sûr, comme toute information, il faut savoir la prendre avec esprit critique. Donc pour l'instant, on a en tout cas une majorité de puissance de calcul. Si on va regarder sur CoinDance, on voit bien que c'est encore une majorité de la puissance du calcul qui supporte le SegWit2x, même si on a une diminution ces dernières semaines, et encore une part très importante qui soutient le SegWit2x. Ça c'est une chose. Maintenant on va ajouter un deuxième élément, qui est qu'il n'y a pas de protection replay sur SegWit2x. Qu'est-ce que la protection replay? La protection contre le rejeu. L'origine de la nouvelle chaîne qui va être créée SegWit2x, c'est Bitcoin. Bitcoin va sûrement rester, mais on va avoir une séparation, mais qui ne sera pas nette. En fait, on va avoir un SegWit2x qui va apparaître, qui va fonctionner selon ses propres règles, qui sera basé sur Bitcoin, mais qui ne sera pas protégé, qui n'aura pas implémenté de protection contre les attaques, contre le rejeu. Ce qui veut dire que, si on veut simplifier, on va dire que en fait, la chaîne ne sera pas clairement séparée. Donc il y a une possibilité que lorsque vous faites une transaction sur une chaîne, il est possible qu'elle soit rejouée sur l'autre. Et ça va même au-delà. Quand vous utilisez un portefeuille SPV, ce qui est la plupart des portefeuilles, c'est le cas par exemple de Copay, c'est le cas d'Electrum, c'est le cas de beaucoup de portefeuilles et de la totalité des portefeuilles sur mobile, sur téléphone. Ce n'est pas le cas de Bitcoin Core, par exemple. Mais pour ce qui est des portefeuilles SPV, les portefeuilles SPV ne vont pas pouvoir faire systématiquement. Alors après, les développeurs vont implémenter différentes manières parfois de gérer ça, mais ils ne peuvent pas forcément toujours le faire, ils n'auront pas forcément toujours le temps de faire quelque chose pour ça, ou la capacité de le faire. Mais les portefeuilles SPV vont suivre une des deux chaînes. Et ils vont suivre la chaîne avec le plus de puissance de calcul. Ce qui veut dire qu'au moment du fork, si vous étiez sur la chaîne originale, vous pourriez vous retrouver à suivre la nouvelle chaîne SegWit2x sans nécessairement vous en être rendu compte, à la condition que la chaîne SegWit2x ait plus de puissance de calcul que la chaîne SegWit originelle. Encore pire que ça, c'est qu'il est possible que votre portefeuille SPV passe sur la chaîne SegWit2x, mais qu'ensuite la chaîne SegWit originelle reprenne le dessus du point de vue de puissance de calcul et que du coup votre portefeuille SPV repasse sur la chaîne originelle. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'alterner entre les deux chaînes. Vous imaginez que faire des transactions dans ces circonstances est extrêmement risqué. Tout d'abord parce qu'il ne sera pas clair, si vous utilisez des portefeuilles SPV, sur quelle chaîne vous allez faire votre transaction. Donc ça c'est le premier point. Donc il faudra vérifier systématiquement sur quelle chaîne on est. Et le deuxième point, c'est de toute façon, il est très déconseillé de le faire, puisque votre transaction que vous effectuez sur une chaîne peut être répétée sur l'autre chaîne. Donc à partir de là, ça va poser de graves problèmes, et il faudra éviter, le temps qu'une solution soit trouvée, si une solution est trouvée, il faudra éviter de faire des transactions jusqu'à ce qu'on soit capable très clairement de faire des transactions sur une chaîne ou de faire des transactions sur l'autre chaîne. Vous voyez bien que ça s'annonce assez compliqué. Tant qu'on n'a pas de protection contre les attaques replay, c'est quelque chose qui sera assez compliqué. Avec un peu de chance, des nouvelles solutions techniques seront implémentées avant le hard fork et ça se passera bien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sûr que ça pourrait poser de graves problèmes. Et il y a des risques vraiment de perte de fonds. C'est ça, et il faut faire attention. Il faudra que vous fassiez attention. Et donc je vous déconseille de faire de transactions pendant le hard fork. Et je vous conseille effectivement
au moment de refaire des transactions, au moment de faire des transactions, vous renseignez tout simplement sur l'état actuel du réseau, l'état actuel du fork, où on en est sur la Bitcoin chaîne originelle, où on en est sur Segwit2x. En plus de ça, il serait même possible que dans le cas où Segwit2x a énormément de puissance de calcul, il serait même possible que des mineurs lancent une attaque sur le réseau de Bitcoin. Donc en utilisant leur puissance de calcul. Si jamais la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin originel devient insuffisante, elle sera beaucoup plus susceptible d'être attaquée. Donc plus susceptible, vulnérable aux attaques, notamment les fameuses attaques 51%, donc les attaques de réorganisation de la chaîne. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur Segwit2x. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Le résumé de ça, c'est qu'il faut prendre ce fork au sérieux, tout simplement. On a effectivement des risques qui sont beaucoup plus importants qu'avec Bitcoin Gold ou Bitcoin Cash. En fait, il n'y avait pas vraiment de risque avec ces deux forks. Là, c'est vrai que sur Segwit2x, on est sur quelque chose de différent. Donc, tout simplement parce que ceux qui proposent Segwit2x, eh bien, pour eux, c'est une mise à jour. Donc, ils ne veulent pas séparer Segwit2x de la chaîne principale. Donc, il va être compatible. Et parce qu'il va être à 100% compatible, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes parce que tout le monde ne va pas les suivre. Tout le monde ne va pas suivre Segwit2x. Et à partir de là, du coup, on va avoir quelques difficultés. Mais ce qui est important de se dire, c'est que si vous ne faites pas de transaction, si vous gardez tous vos bitcoins sur un wallet, que ce soit un hardware wallet, software wallet ou autre, rien ne peut se passer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas perdre des fonds simplement sans rien faire. C'est au moment où on fait une transaction qu'il faut être plus prudent. Parce que c'est là où des choses peuvent se passer, notamment les attaques de rejeu. Quelqu'un peut rejouer vos transactions sur l'autre chaîne, ce qui fait que vous ne savez plus à un moment donné ce que vous faites. Surtout si vous utilisez un portefeuille SPV, donc les portefeuilles légers que quasiment tout le monde utilise. Vous savez d'autant moins ce que vous faites que le portefeuille ne voit pas forcément la différence entre les deux chaînes et du coup va suivre l'une ou l'autre, par exemple par intermittence en fonction de la puissance de calcul de l'une ou l'autre chaîne. Donc faire des transactions sera quelque chose de très risqué pendant cette période, tant que l'on n'a pas plus de visibilité. Il est possible maintenant que d'ici là, la situation se calme, et je pense que l'on trouvera des solutions techniques d'ici là, parce que la pression pour trouver des solutions va augmenter à l'approche du fork. Donc il est permis d'être optimiste et de penser qu'on aura des solutions. Pour le moment, en tout cas, ce fork est différent des autres et est dangereux dans sa forme, parce qu'il ne permettra pas de protéger les fonds en Bitcoin. Donc dans ces situations, quand vous avez des périodes de turbulence, comme toujours, le mieux est toujours d'être en possession de ces Bitcoins sur, par exemple, un hardware wallet, et en tout cas d'avoir la possession de ses clés privées ou de sa phrase de récupération. Parce que, encore une fois, les échanges, si certains échanges soutiennent Segwit2x, il est possible, pas probable, mais il est possible qu'ils ne vous donnent pas les BTC originaux. Donc, le plus sûr est toujours d'avoir ces bitcoins sur un wallet dont on contrôle les clés privées. Mais attention, pour ce qui est de faire des transactions, ça peut poser problème. Merci à toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.